Bonjour, bienvenue pour ces débats législatifs sur notre site internet. Cap aujourd'hui sur la 3e circonscription de Haute-Garonne. Vous voyez ces contours s'afficher à l'écran. Un territoire à la fois urbain avec des quartiers comme les Carmes à Toulouse, Saint-Michel, mais aussi Saint-Étienne, le Pont des Demoiselles, jusqu'à la Côte Pavée ou encore la commune de Balma. Et puis un territoire également rural qui s'étend jusqu'au coteau du Giroux, Verfeil ou Quinte. Alors, 5 candidats en lice sur cette circonscription pour ces législatives sont avec nous. Isabelle Hardy, bonjour. Bonjour. Vous porterez les couleurs du Parti socialiste. Alors, cette 3e circonscription, en quelques mots, comment vous la définiriez? Bien, en quelques mots, vous l'avez dit, c'est une circonscription qui est très riche par sa diversité. Et je crois que c'est une circonscription où la solidarité des territoires prend tout son sens, puisque vous avez une métropole forte, vous avez le canton de Balma et puis le canton de Verfeil qui est plus rural. Alors c'est une circonscription que je connais bien sur sa partie métropolitaine en tant qu'élu à Toulouse et conseillère métropolitaine. Et le fait que Daniel Calas, président mon suppléant, président de la communauté de communes des Coteaux du Giroux, maire de Gragnac, ait accepté effectivement d'être avec moi, ça prend tout son sens et ça nous permet de couvrir l'ensemble du territoire. Merci. Laurence Harribagé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée sortante, les Républicains de cette 3e circonscription de Haute-Garonne. En quelques mots également, comment vous définiriez ce territoire? Cette circonscription, cette 3e circonscription, j'ai l'honneur de la défendre et de la représenter à l'Assemblée nationale depuis maintenant 3 ans. Je la connais bien, j'y vis, mes enfants y sont scolarisés depuis le primaire. Et je dis souvent que cette circonscription, elle est à l'image de la France, à la fois rurale et urbaine, et riche de sa diversité, de la diversité des 117 000 habitants qui la composent, fonctionnaires, médecins, agriculteurs, commerçants, artisans, élus, associations, qui à Toulouse, à Balma, à Verfeil ou sur l'ensemble des 16 communes attendent une seule chose de l'élu qui les représente, que ce soit un élu de proximité, un élu de conviction, mais aussi un élu loyal et sincère. C'est là tout le sens de ma candidature et de mon engagement. Merci à vous. Le Parti communiste fait cavalier seul sur ces législatives. Martine Croquette, vous le représentez. Bonjour à vous. Bonjour. Même question. Quel est, vous, votre regard par rapport à votre expérience, par rapport à comment vous définiriez ce territoire? Bien, candidate pour la 2e fois sur cette circonscription, effectivement, c'est une circonscription où il y a un respect du territoire qui est extrêmement important, puisqu'il a une partie rurale et une partie urbaine très forte, et avec des questions qui se posent sur l'équilibre de ces territoires, notamment avec la présence de services publics en milieu rural, puisque ça a tendance à s'urbaniser parce que les gens quittent la ville parfois pour des questions de moyens financiers. Ouais. Et les services ne suivent pas toujours, notamment en matière d'éducation, sur des communes qui peuvent être en difficulté. Et puis, je crois que la question qui se pose pour un député, quelle que soit la circonscription choisie, mais en tout cas, s'agissant de celle-ci, je pense qu'il y a un paramètre de défense, de justice sociale que nous porterons et de faire que les habitants de cette circonscription puissent être respectés à la fois dans leur cadre de vie, mais aussi en n'oubliant pas de poser les problèmes de justice sociale. Merci à vous. Une représentante du mouvement d'Emmanuel Macron, La République En Marche, est également avec nous. Corinne Vignon, bonjour. Bonjour. Alors, comment qualifiez-vous, vous, ce territoire qui est finalement votre terre de candidature aujourd'hui? C'est exactement un territoire que je connais bien, puisque je suis maire de Flourens, une petite commune de 2000 habitants, près de Balma. Et donc, je considère que ce territoire, effectivement, est un territoire où il fait bon vivre, mais où il y a des disparités. Très clairement, côté périurbain, nous avons quelques difficultés de transport en commun, d'accès à la culture pour les jeunes. Les personnes ont des difficultés aussi à accepter la mixité sociale, alors que côté ville, on a une population plus jeune, avec aucun problème d'infrastructure, mais par contre des problèmes d'insécurité. On en parlera de tout cela. Merci à vous, Corinne Vignon. Enfin, pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, Gilles Naudy, bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors, pareil, même question. Quel regard vous portez sur cette 3e circonscription de Haute-Garonne ?
Hormis le fait, comme ça a été dit, que c'est une circonscription très rurale et urbaine à la fois, sa particularité, c'est quand même d'avoir basculé à droite en 2012. C'est la seule circonscription de Toulouse, de la Haute-Garonne, à avoir basculé à droite. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que le mandat de député, c'est pour porter des idées au rang national, pour voter, amender, faire voter des lois nationalement, et ce ne sont pas des lois qui sont faites pour le Balmanais ou pour la 3e circonscription uniquement. C'est vraiment un mandat national. Et mon rôle à l'Assemblée, si j'étais élu, sera de porter le programme à l'avenir en commun nationalement. Merci à vous 5 d'ores et déjà pour ce premier point. Alors je vous précise qu'on avait également invité Sonia Descamps pour le Front National, mais elle a finalement décliné notre invitation. Son siège est donc vide. Avant de vous donner la parole plus longuement, mesdames, messieurs, on revoit les résultats du premier tour de la présidentielle sur cette 3e circonscription de Haute-Garonne. Emmanuel Macron largement en tête de ce premier tour avec 29% des voix. Deuxième, François Fillon, 25%. Troisième, Jean-Luc Mélenchon avec 20 points. Et enfin, loin derrière, et c'est à noter, le Front National avec 10% et Benoît Hamon, 8% pour le PS. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporte largement sur Marine Le Pen, ici sur cette 3e circonscription, avec plus de 80% des voix. Alors on ouvre le premier chapitre de ce débat. Député, pourquoi faire une campagne nationale ou locale ? Une action politique principalement dans l'hémicycle ou aussi sur le terrain. Vous allez nous donner chacun votre définition du rôle de député. Et je le précise, c'est un débat, donc vous pourrez évidemment opposer vos arguments. On commence avec vous, Martine Croquette. Député, pourquoi faire ? Député pour mettre déjà le doigt sur une question qui nous tient à cœur et que nous pensons fondamentale pour l'avenir des hommes et des femmes de ce pays, qui est la question de la moralité ou de l'éthique en matière économique. Parce qu'aujourd'hui, on a un débat qui est très important et absolument nécessaire sur l'éthique du politique, des élus. Il est absolument indéniable qu'il est nécessaire et qu'il faut qu'il soit mieux encadré. Mais je crains qu'on oublie ce qui se passe du côté de l'éthique dans le domaine économique. Et alors je ne sais pas si le président Macron va s'y attaquer, en tout cas, vu sa prestation au dernier mandat, notamment avec le CICE, nous avons quelques craintes. En l'espèce, donner de l'argent public, parce qu'il s'agit d'argent public, à des entreprises de façon importante, et notamment aux grands groupes, lesquels grands groupes ne se gênent pas pour continuer à licencier, voire à délocaliser, nous semble là être quelque chose qui relève de l'éthique et de la moralité dans le domaine économique. Et nous battrons à l'Assemblée nationale pour que cette démarche, enfin en tout cas cette équité, puisse avancer, nous l'espérons. Et d'ailleurs, à ce sujet, je signale que lors des mandats précédents, les députés communistes avaient déjà proposé une proposition de loi contre le licenciement boursier qui avait été rejeté par y compris le président Hollande, et nous continuerons ce type de combat, et j'avancerai quelques chiffres pour illustrer mon propos tout à l'heure. Corinne Vignon, pour répondre à la mise en cause de l'éventuelle future politique économique d'Emmanuel Macron, et votre rôle de député, si évidemment... Alors, très clairement, le rôle de député, c'est de voter des lois, de vérifier sur le terrain qu'elles soient appliquées, de faire remonter également les éléments du terrain vers le plus haut niveau de l'État. Alors, concernant la politique libérale d'Emmanuel Macron, il est très clair qu'il souhaite libérer, mais protéger en même temps. En aucun cas, il n'est question de mettre en danger les salariés, si ce n'est leur donner une chance de réaliser leurs projets. Et en fait, je crois qu'il n'est pas simplement raisonnable de donner aux gens les poissons, il faut leur donner la matière pour pêcher. Et c'est ce que veut faire Emmanuel Macron. Isabelle Hardy, sur ce chapitre et sur le rôle de député et la place que va prendre la politique économique sûrement dans ce mandat. Alors, sur le rôle de député, clairement, un député, pour moi, il fait des lois. Et c'est amusant la façon dont vous avez de présenter, parce que pour vous, vous réduisez en fait le rôle du député à voter des lois. Moi, je crois qu'un député est là pour être force de proposition. Et il n'est pas hors sol, donc il est aussi ancré sur une réalité de terrain, sur un territoire, et il est là, non pas pour représenter les habitants, mais pour représenter les attentes de ces territoires et de ces habitants. Aujourd'hui, on le voit, on est sur une circonscription où on a 2 candidates de droite, et c'est vrai que moi, députée... C'est-à-dire vous qualifiez Corinne Vignon de candidate de droite par rapport à Emmanuel Macron ?
Oui, complètement. Oui, oui, tout à fait. C'est assez clair, je crois. Ce qui veut dire que pour moi, il est important d'avoir une majorité de gauche qui nous permette d'éviter certaines lois. Alors, on y reviendra, de gouverner par ordonnance, la casse du service public et une politique économique libérale, certes, qui va faire que, malheureusement, ce seront les grands groupes qui seront les grands gagnants et qui risquent d'effectuer une casse au niveau des TPE et des PME. Alors, je précise que j'ai été élue sans étiquette, que je suis quelqu'un de centre-droit, naturellement, c'est vrai. Je m'en suis pas cachée d'ailleurs. Je m'en suis pas cachée d'ailleurs auprès d'Emmanuel Macron lorsque je l'ai rencontré le 4 novembre pour la première fois. Ceci dit, je pense que être social n'est pas uniquement l'apanage du socialisme. Je crois qu'on peut on peut développer l'entreprise, mais en étant quelqu'un de très social. Alors on va laisser justement la parole à la candidate de la droite alors. La vraie candidate de la droite, donc visiblement. Très bien, merci. Je l'assume pleinement. Le rôle du député, il est double. Il est effectivement de voter des lois, mais on n'est pas à la chambre d'enregistrement de l'Élysée, sinon ça ne sert à rien d'être élu député. Député, c'est faire des propositions, mais les propositions, on les trouve dans l'ancrage local, voilà, au contact de nos concitoyens. C'est comme ça qu'on fait des propositions de loi. Donc ça, c'est le premier aspect du rôle de député. Et le deuxième, il est de contrôler l'action du gouvernement. Et je n'ai eu de cesse pendant 3 ans que d'interroger les ministres en exercice sur des problématiques nationales, c'est vrai, mais aussi sur des problématiques locales, car je les interpelle sur la baisse des dotations aux collectivités territoriales, sur la création d'une juridiction interrégionale spécialisée pour Toulouse, sur des tas d'autres sujets, sur Sivens et plein d'autres encore. On contrôle l'action du gouvernement. Mais tout ça, on ne le fait pas en appuyant sur un bouton. On réfléchit, on amende, on propose. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai été députée pendant 3 ans et que je le serai si les habitants de la 3e circonscription me font confiance. Parce qu'en réalité, je voterai les textes qui vont dans le bon sens de l'intérêt de nos concitoyens. J'amenderai ceux qui seront moins bons et je rejetterai ceux qui seront néfastes pour les habitants de la 3e circonscription et pour les Français en général. Gilles Naudy, votre vision du rôle de député et peut-être aussi votre vision sur cette politique économique dont on vient de parler. Sur ce qui vient d'être dit, la baisse des dotations, ça concerne tout le monde, toute la France, et pas simplement notre région, notre département, notre circonscription. C'est vraiment un problème national. Après, je suis heureux d'entendre à nouveau le mot gauche dans la bouche du Parti socialiste, ça fait plaisir à entendre. Et pour ce qui est... Ça ne m'a jamais quitté, personnellement. Pour Madame Vignon, je note l'élément de langage en même temps, protéger et libéraliser en même temps. Donc moi, j'y crois pas beaucoup. Donc ce sera quoi pour vous le rôle du député? D'être dans l'opposition si jamais il faut contrer la politique d'Emmanuel Macron ou ça va au-delà? C'est faire un contrepoids pour amener nos idées qui ont été défendues pendant la campagne nationale pour les présidentielles, faire ce contrepoids et amener ces idées-là à l'Assemblée de la manière la plus forte possible, parce que quand même on nous a volé un petit peu le débat des présidentielles, il n'a pas vraiment eu lieu. À cause de la menace Le Pen, on nous a toujours présenté Macron comme la seule alternative possible pour faire face au Front National, et le vrai débat n'a pas eu lieu. Donc ce qui se passe aujourd'hui, le débat des législatives est certainement plus intéressant, plus profond, et peut amener des sujets plus intéressants, et notamment dans le cadre d'une 6e République que nous souhaiterions, où on donnerait plus de poids au Parlement. Alors, vous l'avez dit, pour certains d'entre vous autour de la table, une question que se posent souvent nos téléspectateurs ou internautes, c'est finalement, est-ce que mon député, je ne peux pas aller le voir pour aider à pousser tel ou tel dossier? Est-ce que ça doit être son rôle, ça, Martine Croquette? Si vous le permettez, sur la 3e circonscription, je vais prendre un exemple concret qui concerne à la fois le plan local et qui est un positionnement national. Si on prend le projet de l'autoroute Toulouse-Castres, nous y sommes complètement opposés. Pourquoi? D'abord parce que ça sera de nouveau une infrastructure payante pour la plupart, pour les concitoyens, qui s'élève d'après l'enquête publique à 15 €, ce qui n'est pas rien. Donc ça, c'est déjà un aspect, on va dire, de justice sociale et de positionnement par rapport aux citoyens. Est-ce qu'il doit payer pour le transport entre 2 villes dans sa région? Déjà, on a un positionnement avec un critère économique et social sur cet exemple-là. Deuxième critère sur cet exemple, ça va impacter quelques 500 hectares de terres agricoles. Nous y sommes opposés pour des questions de développement durable et aussi parce que nous sommes pour le développement d'une agriculture raisonnée, voire bio. Et donc, nous sommes pour l'aménagement de la route actuelle dans d'autres conditions, mais certainement pas pour une autoroute. Donc ça, c'est un exemple concret qui sera à défendre localement, parce qu'il a un impact local, mais qui relève aussi de dispositifs nationaux. On a bien compris. Voilà. Gilles Naudy.
Oui, je voudrais juste rajouter à ça qui est très juste. La grande perdante de tous ces débats au présidentiel, c'est l'écologie quand même. On n'a pas du tout entendu parler pendant les débats des primaires, ensuite non plus pendant les 2 débats télévisés. L'écologie est la grande perdante et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de partis écologistes, à part celui de la France Insoumise, pour représenter ces idées-là. Il me semble que dans le programme de Benoît Hamon, l'axe transition écologique était très fort, à la fois sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques. Pour en revenir à cette question, vous avez donné l'exemple d'un grand dossier local que le député peut choisir de porter ou ne pas porter. C'est aussi cette mission-là qui est importante pour un député, amener des dossiers locaux à être adoptés ou pas? Oui, des dossiers locaux s'ils ont un enjeu national. Et lorsqu'on parle d'infrastructure, lorsqu'on parle d'aménagement du territoire, lorsqu'on parle de la LGV par exemple, porter le sujet de la LGV, pour moi ça relève effectivement d'un député et pour autant c'est très ancré sur le territoire. Mais attention, un député n'est pas là pour faire du clientélisme et pour s'occuper. Alors c'est à la fois prendre en compte les problématiques du quotidien des gens, mais non pas en les traitant en direct. C'est un mandat national, le député. Mais effectivement, il faut quand même écouter les problématiques locales. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un ancrage local fort est important pour porter des lois ou pour porter des amendements ou pour contester des lois. En l'occurrence, sur l'autoroute Toulouse-Castres, je crois qu'on ne peut pas vouloir le développement économique, la croissance, et ensuite expliquer qu'il faut laisser des territoires enclavés. Je suis évidemment pas du tout d'accord avec ça. Encore une fois, vous êtes aussi opposé pour certains à la LGV. C'est quand même assez surréaliste. On est 4e ville de France. La LGV, il faut la porter au-delà de nos clivages partisans ou de nos formations politiques diverses et variées. C'est un sujet majeur pour le territoire et pour la région, au-delà de la ville de Toulouse. Pour conclure sur ce premier débat, Corinne Vignon, et en 30 secondes, vous serez là que pour apporter une majorité à Emmanuel Macron, si vous étiez élu, ou également pour faire remonter des dossiers locaux qu'il faudrait faire avancer? Évidemment, je porterai le projet d'Emmanuel Macron. Ça semble relativement évident. En revanche, comme je suis quelqu'un de terrain, proche de mes concitoyens en tant que maire, et bien entendu au niveau de la circonscription, il en sera de même, je serai très attentive à la démocratie participative. Et donc je souhaite faire des groupes de travail avec des artisans, des commerçants, avec des associations, et sur la transition écologique dont on parle énormément, contrairement à ce que vous disiez, puisqu'il y a un plan d'investissement de 15 milliards d'euros qui est annoncé par Emmanuel Macron. Il y aura un gros groupe de travail à ce sujet, oui. On ne peut pas défendre l'écologie en étant pour le CETA et le TAFTA, ces grands accords transnationaux qui vont tout trimballer d'un bout à l'autre de la planète. C'est complètement contradictoire. Mais quand vous choisissez Nicolas Hulot comme ministre, je pense que les choses vont changer. Rapidement pour conclure, parce qu'on pourrait débattre longtemps sur ce rôle du député, mais nous sommes contraints. Pour remettre les choses à leur place. Nous sommes pour la LGV, nous l'avons toujours défendue, Mme Arribagé le sait. Et je pense que le développement économique avec l'aménagement de la route, qui ne serait pas une autoroute Toulouse-Castres, ça ne nuira pas au développement économique, ça n'est pas contradictoire. Expliquer ça aux gens qui travaillent à Castres. Absolument. Qui passent 3 heures sur la route le matin. On s'intéressera à cette circonscription également tarnaise sur nos débats Internet. Merci à vous tous pour ce premier débat. On ouvre le second thème de cette émission avec une problématique locale. Comment, vous l'avez déjà abordé pour certains d'entre vous, comment préserver l'équilibre territorial de cette 3e circonscription, à la fois urbaine et rurale? Bref, comment ne pas oublier les uns au profit des autres, ou voire même opposer la ville, pourquoi pas, à la campagne. Alors on débute ce débat avec vous, Gilles Naudy, sur cette question de l'équilibre des territoires, notamment sur cette circonscription. On a presque déjà abordé le sujet à travers l'autoroute Toulouse-Castres. Ce qui peut homogénéiser un territoire entre le rural et l'urbain, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du service public, et notamment défendre les postes de fonctionnaires qui sont là pour représenter les gens n'importe où ils habitent. Donc moi, je m'aimerais m'adresser à Mme Vignon et à Mme Arribagé, quel est le positionnement de leurs partis respectifs ou leur mouvement sur le nombre de fonctionnaires. Va-t-on avoir droit à une baisse des fonctionnaires? Je crois que c'est 120 000 pour M. Macron, et pour M. Fillon, c'était aux alentours de 300 000. Qui dit mieux? Bref, vous, peut-être vous interpellez sur ce sujet-là. Alors c'est extrêmement simple. On parle de départ à la retraite. D'accord. Ce sont des postes à moins quand même. Oui, mais soyons clairs.
Moi, je travaille en direct avec les fonctionnaires. Dans les petites collectivités territoriales, il ne faut surtout pas s'en priver parce qu'on a besoin de personnel. Mais il est clair qu'il existe peut-être dans des plus grosses structures comme le conseil départemental, comme la région, il y a des postes qui font doublon. Et là, il faut en convenir. Donc la question n'est pas de supprimer les fonctionnaires, la question est de faire une régulation par les départs à la retraite, et c'est 120 000 fonctionnaires à la fin du quinquennat, effectivement. Je crois que les fonctionnaires de la région qui œuvrent tous les jours pour l'aménagement du territoire, pour le développement économique, puisqu'aujourd'hui c'est la compétence de la région, apprécieront. Je crois aussi que les fonctionnaires du conseil départemental et le conseil départemental, je sais que M. Macron veut le supprimer, et pour autant, dans un territoire comme le nôtre, c'est... À la limite, il y a une métropole, mais c'est le conseil départemental qui est au plus près des territoires et qui fait fonction de solidarité. Donc là aussi, je crois qu'ils apprécieront. Maintenant, pour répondre à votre question, effectivement, l'équilibre des territoires, ça passe par le service public. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. On ne le dira jamais assez. Et comment va-t-on aujourd'hui, puisque c'est annoncé, lutter contre les déserts médicaux, faire en sorte qu'il n'y ait pas de fermeture de services publics dans les villes, mais aussi dans les quartiers. Regardez la poste à Firmis qui va fermer. Avec 120 000 fonctionnaires moins, dont 70 000 dans les fonctionnaires territoriaux. Comment voulez-vous, à moins de privatiser l'école, faire en sorte d'avoir... une éducation accessible à tous de qualité. Voilà. Donc, et pour finir, je crois que n'oubliez personne, c'est aussi, il faut penser au réseau haut débit. Oui, bien sûr. Le très haut débit. Et oui, la fracture dans les numérique, territoires. elle existe. Le très haut débit, alors ça existe, la fracture des usages aussi. Donc oui, bien sûr, évidemment. La téléphonie mobile. Et puis, c'est aussi s'occuper des entreprises, mais aussi de l'agriculture. Favoriser l'agriculture de proximité, bio, mais pas uniquement, et puis développer le circuit court, puisque c'est une thématique qui me tient à cœur. Il n'est pas question de supprimer des fonctionnaires, il est question du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Des suppressions de postes. Et bien évidemment, ni la police, ni les forces de gendarmerie, ni la santé. Évidemment, c'est dans les collectivités, dans les grosses collectivités territoriales où le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux pourrait trouver son sens. J'ai été conseillère régionale. Il y a des compétences parallèles, les mêmes compétences quand on s'occupe des collèges au département et des lycées à la région. Je pense que les mêmes fonctionnaires pourraient faire la même chose. Voilà, ce sont des compétences équivalentes. Donc c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Peut-être réfléchir à nouveau à la notion de conseiller territorial pour représenter les deux collectivités et pas inutile d'agiter le chiffon rouge en expliquant qu'on va supprimer des postes de fonctionnaires comme ça en faisant des coupes sans réfléchir. Il n'en est évidemment pas question. J'entends bien que c'est pour le départ à la retraite, mais ce sont quand même 300 000 postes de fonctionnaires en moins pour l'État. Non-remplacement sur deux d'un départ à la retraite dans certaines collectivités. C'est des suppressions de postes. Croquette. Moi, j'ai envie de dire à Mme Harribagé, il ne faut pas agiter le chiffon bleu. Parce que je ne l'agite pas. Parce que quand on voit aujourd'hui l'étalement urbain tel qu'il se fait, parce que vous avez quoi dans les territoires? Oui, ça c'est une vraie problématique locale. Vous avez à la fois des retraités qui vivent, dont M. Macron va leur prendre à 14 000 € par an 1,5 points de CSG, très bien, ça va leur faire du bien. Et ensuite, vous avez la deuxième sociologie qui vient se greffer sur les territoires périurbains parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter dans la ville-centre. Oui. Donc, on a là des problèmes nouveaux qui surgissent et des besoins nouveaux, notamment en matière d'école, pas que de gendarmerie. Et là, je ne vois pas comment, si avec des suppressions de fonctionnaires, ces territoires pourront vivre en paix. Et il y a déjà des problèmes qui se posent et qui vont se poser de plus en plus parce que l'étalement urbain, il ne va pas s'arrêter. Donc, où on prend en compte ces questions-là et on équipe ces territoires parce qu'ils grossissent, ou alors on va avoir de sérieux problèmes d'insécurité, mais aussi sociaux qui vont naître. Des inégalités. Et effectivement, aujourd'hui, c'est le conseil départemental au plus près des territoires qui s'occupe d'un certain nombre de questions sur le plan social, qui est une variable d'équilibre que la loi NOTRe va supprimer, que nous n'avons pas voté, les communistes. Et je finis par là, je pense par exemple que le conseil régional, avec ce qu'il couvre aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui le moment de supprimer des postes avec tous les problèmes qui se posent. C'est vraiment... Un point d'éclaircissement, Corinne Vignon, parce qu'ils sont revenus plusieurs fois à la charge. La suppression du département ici en Haute-Garonne, c'est un objectif d'Emmanuel Macron au profit de la métropole, j'entends. Effectivement, la loi NOTRe est très claire là-dessus. Monsieur Macron souhaite
unir le département lorsqu'on a une métropole. Alors ce ne sont pas, et attention, qu'on soit bien clair, ce n'est pas sur tout le territoire national. Mais sur les zones où il y a des métropoles, eh bien effectivement, on va regrouper les services. D'ailleurs, aujourd'hui, la métropole a récupéré la compétence de la voirie départementale. Donc, sans conséquence pour l'usager public, selon vous ? Non, puisqu'il y a eu un transfert du personnel. Donc, il n'y a aucune conséquence. En revanche, les départements, le conseil départemental est très important sur les zones complètement rurales. Mais si on parle de notre circonscription, on est bien d'accord qu'on parle de périurbain. On n'est pas au fin fond de la Corrèze non plus. Il y a du rural. Donc il y a du rural. Il y a du rural, c'est pas du périurbain. Certaines communes sont vraiment des communes rurales, madame. Bien sûr, mais je les connais très bien. Oui, donc, mais il faut le préciser, ce n'est pas que du périurbain. Le périurbain, c'est Balma. C'est Marcel Paulel, à mon avis, c'est du rural. Mais en réalité, nous n'avons pas les mêmes problématiques, d'accord, en termes de proximité, puisque Toulouse n'est quand même pas à des milliers de kilomètres. On a moins de problématiques de désertification, par exemple. Alors, allez-y, on s'arrive à Je ne suis pas d'accord. Il y a un vrai déséquilibre territorial entre l'aire urbaine qui est forcément dotée en infrastructures, en services publics et en emplois, et puis les territoires ruraux. J'ai vu la semaine dernière à Drémy-Laffage, le pharmacien, c'est à son initiative personnelle qu'il crée un pôle de santé à Drémy-Laffage pour avoir un psychologue, des médecins qui irradient toutes les communes aux alentours. Mais c'est à son initiative. Et là encore, il faudra les aider, les accompagner, être incitatif. À Gragnac, il n'y a plus de médecins. Ça pose un vrai problème. Donc je pense qu'il y a vraiment des communes rurales. Il y a un territoire rural sur cette circonscription. Ce n'est pas que du périurbain, Madame Pignon. Je voulais revenir au fonctionnaire au terme du débat. Au conseil départemental. Quand vous dites qu'on peut remplacer ces gens-là ou ne pas les remplacer, justement, il y a quand même une personne sur deux. Ce n'est pas les remplacer, monsieur. J'ai dit le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. J'ai bien compris. C'est un peu différent. J'ai bien compris. Ne pas les remplacer. Et un sur deux. Rapidement pour conclure, Gilles Naudy. Il y a quand même un Français sur deux qui pourrait toucher le RSA aujourd'hui, qui ne le touche pas parce qu'il n'arrive pas à ses fins administratives. Donc s'il y avait quand même plus de monde dans les conseils départementaux, peut-être qu'on pourrait un peu soulager ce problème-là. C'est votre avis. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir éclairé. Un débat qui a été riche et concret, donc bravo et merci. On arrive à la conclusion de cette émission qui concerne toujours la 3e circonscription de Haute-Garonne. Peut-être la vôtre, internaute qui nous regardez. On revoit la carte de ce territoire, justement, à la fois ancrée dans Toulouse, on l'a dit, mais aussi dans sa campagne environnante. Et en guise de question finale, je vais vous demander à chacun quelle serait votre priorité si vous étiez élu ou réélu député. Laurence Arribagé. Je suis une candidate attachée au respect de la parole donnée. Et les gens qui me connaissent le savent, en général, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Et comme je m'y suis engagée tout au long de cette campagne, je siégerai, si je suis réélue, au sein de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Je crois vraiment que l'école de la République sera un pilier du prochain quinquennat, recentré 2/3 du temps scolaire sur l'apprentissage des fondamentaux, lire, écrire, compter, apprendre l'histoire de France, tel sera le sens de mon engagement. À titre plus personnel, je souhaite aussi déposer une proposition de loi pour créer un véritable statut des aidants familiaux. Je serai, et je l'ai dit ça à de nombreuses reprises, une députée exigeante et vigilante, mais constructive et ouverte. Tout ce qui ira dans le bon sens, je le voterai. Ce qui n'ira pas dans le bon sens, je le rejetterai. Merci à vous. Pour la France insoumise, Gilles Naudy, votre priorité si vous étiez élu député? Ma priorité, ce sont les 4 axes du programme L'Avenir en commun, défendu par Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. La crise écologique, l'urgence sociale, démocratique et pour la paix. J'ai envie de m'adresser à tous ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, c'est-à-dire à peu près 13 000 voix, de reporter ces voix-là sur moi au premier tour des législatives, parce qu'ici, autour de cette table, on a 3 bulletins pour Macron, en gros. Les programmes économiques étant très ressemblants, que l'on vote pour le PS avec ce programme remanié entre les présidentielles et les législatives, ou pour Mme Arribagé, ou pour Mme Vignon. Économiquement, c'est à peu près la même chose. Donc il y a 3 bulletins Macron, il y a un bulletin de rupture qui est celui de la France insoumise. Merci à vous. Pour le Parti socialiste, Isabelle Hardy, quelle serait votre priorité si vous étiez élu député? Eh bien, la première priorité, je crois qu'elle a été donnée, ce sera la loi travail. Et moi, je ferai en sorte que l'on ne puisse pas gouverner par ordonnance. Je ferai en sorte qu'on arrête de nous faire croire que si on assouplit les licenciements, ça permettra de créer des emplois. Je ferai en sorte de défendre le salarié, je crois que c'est la première chose. Et puis ensuite, bien sûr, la transition écologique, la démocratie vivante, parce que je crois qu'aujourd'hui, les citoyens nous ont dit qu'ils en avaient assez
que l'on les appelle une fois tous les 5 ans pour mettre le bulletin dans l'urne, et puis le développement économique et l'emploi. Merci à vous. La République en marche et donc Emmanuel Macron, quelle serait votre priorité, Corinne Vignon, si vous étiez élue députée? Eh bien, ma première priorité, c'est d'être une élue présente sur le terrain, aux côtés des concitoyens, à leur écoute. Il est important, je rendrai compte des lois que je voterai, et bien entendu, je souhaite qu'ils soient complètement impliqués, complètement... Je crois que le souci, quelquefois, c'est qu'on voit le député de temps en temps. Il n'est pas forcément toujours présent. Je ne parle pas pour vous, Madame Arribadji. Il vote des lois. Non, aussi, mais il vote. temps. Mais non, mais il y a une partie à Paris, d'accord, qui est une très partie importante. qui est très C'est pour ça importante, qu'on est élu. et une partie sur la Circo. Et Vrai. cette partie sur la Circo, elle doit être en lien mais profond avec les concitoyens. Et j'appuierai sur 2 points. La sécurité, parce que la COP de Balma a de grosses difficultés au niveau de la gendarmerie, je les connais. Donc la sécurité, et également l'éducation, bien sûr, puisque c'est le point phare d'Emmanuel Macron. Merci à vous. Pour le Parti communiste, Martine Croquette, quelle serait votre priorité si vous étiez élu député? Je crois l'avoir indiqué au début de ce débat, nous nous battrons, nous, sur la question de l'éthique économique. Il y a une gabegie de l'argent public au travers des grands groupes. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça parce que ça nuit à l'emploi, qui est quand même la première gangrène de ce pays. Donc nous porterons et continuerons de porter la question du contrôle de l'argent public en direction des grands groupes avec de l'emploi ou pas. Et quand il n'y en a pas, il faut qu'il y ait une restitution de l'argent public. Ça n'est pas le cas en ce moment. Et ensuite, je crois qu'il y a une chose qui nous a un petit peu échappé ici, mais on est dans ce pays entre 60 et 70 milliards d'évasion fiscale. Soit on porte ces questions-là au plan national et on le fait savoir à nos concitoyens. C'est un manque à gagner pour l'ensemble des citoyens de ce pays, pour les infrastructures, pour les services publics. Et je pense que nous porterons ces questions-là de façon prioritaire, en n'oubliant pas, je l'ai dit tout à l'heure, des questions qui concernent le territoire. J'ai donné un exemple qui est l'autoroute. On a bien et on s'en occupera compris également. Merci à vous 5 d'avoir accepté ce débat. Alors vous étiez 5 sur ce plateau aujourd'hui, mais je vous rappelle que 15 candidats vont s'affronter sur cette 3e circonscription de Haute-Garonne. Vous voyez leur nom apparaître, donc 15 candidats avec vous 5 qui étiez avec nous aujourd'hui. Et puis tous les autres dont vous voyez également les partis s'afficher, ce qui peut vous donner des points de repère à vous, électeurs, qui auraient évidemment à vous prononcer sur ce premier tour dans la 3e circonscription de Haute-Garonne. Merci donc à vous d'avoir accepté ce débat. Bonne fin de campagne à tous. Une campagne que vous pouvez continuer à suivre évidemment sur notre site internet, mais aussi dans nos journaux régionaux, avec évidemment les temps forts et tous les résultats les 11 et 18 juin prochains. À bientôt.